S'il y a des gens qui surmontent ça, pourquoi pas moi, bordel? Bien sûr. Les gens viennent me voir en me disant: «Mais je voudrais être une personne comme si j'avais jamais vécu ça». Mais c'est pas possible. Tu peux être mieux, tu peux être plus riche. Tu as construit quelque chose de nouveau, mais tu as une blessure à l'intérieur, il reste une cicatrice. Elle est inévitable et c'est une partie de ta peau qui est un peu plus sensible. Bonjour à toutes et à tous. Je reprends les podcasts après un petit temps d'arrêt lié à l'été, étant donné que j'ai d'autres activités l'été et que je suis aussi parti dans un groupe Facebook que j'ai monté qui s'appelle Le Deuil Pas à Pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Je suis aussi très très actif sur différents groupes autour du deuil. Et je reprends les podcasts et aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous une interview de Jean Dupré. Le petit monde de l'hypnose connaît en général plutôt très bien Jean Dupré parce que c'est un hypno reconnu, formateur à l'arche, qui a des grosses écoles d'hypnose. Et ça depuis des années. Sa gentillesse est juste énorme, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Tout autant que ses recadrages et son approche peut être pertinent et précis. Mais aujourd'hui, c'est pas que l'hypno qui vient échanger, c'est surtout l'homme, c'est le conjoint, qui a accompagné sa femme durant une longue maladie. La longue maladie, c'est en général un cancer. Il nous parle de l'accompagnement, du décès et de la vie après. Comment on se reconstruit, qu'est-ce que ça a changé pour lui, sans oublier de lâcher quelques punchlines dont il a le secret. Vous allez voir, il y a un certain franc-parler et une belle énergie chez lui. Il nous parle aussi de sa définition du deuil, mais avant de lui laisser la parole, il m'a demandé de rajouter quelque chose que je vais vous lire et livrer tel quel. François, si tu as une présentation écrite, j'aimerais donner ce conseil à ceux qui n'ont pas encore perdu quelqu'un. Prenez soin des gens que vous aimez avant de vous rendre compte trop tard à quel point ils sont importants. Je vous laisse avec Jean. J'espère que vous apprécierez ce podcast et vous pouvez commenter autant que vous le souhaitez. Ok. Déjà, Jean, moi, j'aimerais que tu te présentes un peu, même si les gens, ils sont les hypnos, le milieu de l'hypnose te connaît plutôt bien, je pense. Je pense que le milieu des gens qui traversent des deuils, ils ne te connaissent pas trop, donc j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu et que tu nous parles un petit peu de ton parcours, des deuils que tu as vécu, de comment tu les as vécus. Ok. C'est toujours difficile de se présenter, on ne sait pas quoi choisir. Mais en gros, pendant des deuils, il y en a plein en fait. En gros, pendant une vingtaine d'années, j'ai évolué professionnellement dans le monde de la presse, du spectacle et de l'audiovisuel. Dans le monde du spectacle avec ma compagne d'alors, qui s'appelait Sarah Alexander, qui était artiste et donc j'ai travaillé avec elle entre autres. Et puis une chose que je vais pointer aussi, puisque je parlerai sans doute aussi de la perte de mon père et de ma mère, c'est je pense, et même de toute ma famille en fait. Euh, Déjà, je suis le second enfant de ma mère. Le premier est mort à quelques semaines après sa naissance. Mm-hmm. Et je pense que déjà à ma naissance, j'ai dû porter la peur de ma mère de la naissance de son second enfant après avoir perdu le premier. Ensuite, ma grand-mère, la mère de mon père, a aussi perdu un fils à l'âge de 5 ans d'une méningite. Mm-hmm. Et en fait, c'est en pensant à mon père que je pensais à ça parce que mon père a aussi été déporté. Et je pense que chacun à notre manière, dans nos bouts d'histoire, on a pas mal de traumas qui ont à faire avec le deuil d'une manière ou d'une autre. Parce Mm-hmm. qu'au fond, la perte d'un proche, la perte de beaucoup de choses, on reviendra dessus, au fond, ce sont des expériences traumatiques. Je veux dire, au même titre qu'une agression, que des violences, en fait, sont des. Et peut-être qu'un trauma, c'est aussi l'expérience d'un deuil de la vie d'avant, en fait. Oh, il n'y avait pas de souci et tout allait bien, et tout d'un coup, je me rends compte que le monde n'est pas comme j'imaginais qu'il était. Mm-hmm. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, ce qui m'a amené à l'hypnose, c'est la perte quasi simultanée de ma compagne Sarah et de mon père. J'ai Mm-hmm. perdu mon père 15 jours avant la mort de Sarah
Et le deuil de Sarah, je l'ai fait pendant 3 ans et demi parce qu'accompagner quelqu'un qui a un cancer terminal, j'ai envie de dire, c'est être en deuil tous les jours, en fait. Ouais. Sauf qu'en même temps, tu peux pas offrir ça à la personne avec laquelle tu vis, parce que c'est pas comme ça qu'il faut passer les derniers jours qu'on passe ensemble. Mhm. Donc c'est un peu complexe. Ça va, Ouais. ça commence bien comme intro? C'est OK? J'ai j'ai aucun souci sur tes qualités, Non, c'est le sur ton bordel de toute éloquence façon. et sur ton contenu. Euh, j'ai- c'est, je, je suis extrêmement content que tu aies accepté mon invitation parce que t'es euh, t'es quelqu'un qui a vachement compté et, euh, et ton regard m'a beaucoup apporté en fait pour traverser ce que j'avais à traverser moi. Tant mieux. Donc voilà. Ah, Euh, je vois pas comment j'aurais pu te dire non, hein, de toute façon. Ça fait un moment qu'on se fréquente un peu, merde, quoi. euh, comment, enfin, quand t'accompagnes comme ça ta compagne, ta femme de l'époque, quand tu dis que le deuil il a commencé déjà 3 ans et demi avant et que qu'est-ce qui caractérisait ça pour toi? Qu'est-ce qui était Le premier deuil, c'est l'annonce du diagnostic. ouais. Parce que c'est une chose, l'annonce d'un cancer, ça en est une autre, l'annonce d'un cancer avec une tumeur qui fait pas loin de la taille d'un ballon de rugby et Mm, qui a envahi tout l'abdomen. Parce que le pronostic, c'est de la merde, en fait. ouais. Ce qui fait que la première chose dont je me rappelle, c'est de la découverte de la sensation d'étouffer de sanglots. Parce Ouais. que avant, je savais pas que ça existait, ça. Je savais pas, j'étais tout seul, Sarah était à l'hôpital et, euh, et je savais pas qu'on pouvait littéralement étouffer de sanglots, Ouais. de manquer d'air, quoi. Ça commence comme ça, et ça, c'est en novembre 2005, Ouais. quand il y a le diagnostic qui est posé. C'est, alors, il y a un truc que je vais te demander, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez rapidement, mais est-ce que, est-ce que rapidement, tu t'es senti impuissant, ou est-ce que, au contraire, t'as trouvé beaucoup d'énergie? Comment c'est passé pour toi, tout ça? En fait, le truc, c'est que là, de toute façon, euh, la première étape de l'annonce d'un cancer qui est en train de se généraliser, c'était un cancer des ovaires qui est un des plus meurtriers parce Mhm. qu'il est presque toujours découvert tardivement. Ouais. Euh, la première chose, il y a un sentiment d'impuissance, mais ça me ressemble pas trop en fait, Ouais. l'impuissance. Et puis il y a quand même la conscience qu'on a du temps à vivre ensemble. La première chose que j'ai faite et que j'invite toute personne qui est confrontée à une nouvelle comme ça, c'est d'appeler un ami. Et l'ami que j'ai appelé, c'était mon ancien médecin et il avait perdu 2 de ses compagnes d'un cancer des ovaires. Mhm. Et ça a été mon réflexe, d'une part parce que c'était un ami de la famille, et d'autre part parce que je crois que c'est bien de savoir se tourner vers des gens. Et il m'a donné un conseil que j'ai scrupuleusement suivi, c'est passer le plus de temps possible ensemble. Ouais. À partir de là, quelque part, j'étais plus impuissant parce que je Mhm. savais quoi faire. Ouais. Et puis il y a eu un deuxième temps. Alors il y a eu le premier round, si j'ose dire, parce que c'est vraiment un combat, une chimiothérapie. Il y a eu le premier, surtout une chimiothérapie aussi lourde, parce que je voudrais pas envoyer des croyances pourries. Il y en a qui sont beaucoup plus légères. Mais là, en gros, on a attaqué avec les traitements les plus puissants sur le marché. Et, euh, et Sarah s'est retrouvée avec, comment on appelle ça, enfin des sensations électriques, le mot me revient plus, Ouais, je vois des ce que c'est. neuropathies La neuropathie. multiples, des neuropathies multiples, des cheveux qui partaient par poignée, une sonde vésicale, enfin, youpi, quoi. Et puis des infections opportunistes. Ça a été extrêmement violent les 6 premiers mois à Paris. Ouais. Euh, Ça a demandé aussi beaucoup d'organisation parce qu'on habitait dans un endroit où il n'était pas question qu'elle soit en chimio. On peut être bohème par moment et à d'autres moments
moins. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation. Alors l'organisation, en fait, tout ce qu'on peut faire libère du sentiment d'impuissance. C'est-à-dire? Par exemple, lui organiser le meilleur endroit possible de convalescence quand elle va sortir de l'hôpital, Ouais. ce qui veut dire commencer un premier élément de déménagement. Et puis, tu vois, il y avait plein d'organisations à faire à l'époque pour préparer sa première sortie. Après, il y a l'hospitalisation à domicile, et là encore, il y a plein de choses à faire. Et puis après. Bref, tu vois, en fait, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, ça aide parce Ouais. que ça libère un peu de l'impuissance. Donc ça a été les 6 premiers mois et moi j'avais une mission, si j'ose dire, de toute façon, c'était de soutenir son moral. Et pour soutenir le moral de quelqu'un, il faut trouver le moyen de soutenir le sien. Ouais. Parce que sinon, on n'est pas crédible, on n'est pas congruent. Il y a des moments forts, comme un moment où la neuropathie, par exemple, dans les pieds, est tellement pénible que je vais dormir comme un chien à ses pieds, tu sais, rouler sur ses pieds Ouais. pour créer une sensation de chaleur continue et que ça réduise la neuropathie, par exemple. C'est-à-dire il y a, il y a le moment où il faut aller vider la poche d'urine de la sonde urinaire et où je fais un jeu de mots qui va servir sur la façon romaine de dire, voilà, moi je suis venu vider vessie. Tu vois, ce qui est paraphrase de. Je veux dire, vraiment, l'idée, c'est comment, dans ce cas-là, pour moi, pour lutter contre ce sentiment d'impuissance, c'est comment mettre en œuvre tout ce que je peux mettre au service du moral de la personne que j'aime pour l'aider, parce que elle peut pas porter ma peur et mon chagrin en plus. Ouais. Donc il faut que moi je sois un point d'appui. Et puis être un point d'appui pour l'autre, ça apprend à trouver le sien pour soi, parce que sinon ça marche pas. Ouais. Donc c'est là que je te disais aussi, je pense vraiment que le fait que mon père ait été gravement malade à 2 reprises dans l'enfance, puis dans l'adolescence, puis ait été déporté, m'a transmis d'une certaine manière et puis donc aussi les expériences de ma grand-mère paternelle et de ma mère, puis peut-être d'autres choses que je connais pas, mais m'ont aussi transmis euh, des qualités de résilience dont je savais pas que je savais pas avoir avant de me retrouver face à ça, en Ouais. fait. C'est- En fait, si, parce que j'avais quand même eu d'autres moments difficiles dans ma vie, etc. Mais c'est de s'apercevoir qu'en fait, et moi, c'est la chose qui me fascine le plus. C'est très dur et en même temps, c'est fou ce qu'il y a comme ressources de disponibles en nous pour faire face tant que l'autre est là. Parce que tant que l'autre est là, il y a quelque chose à faire pour l'aider, pour le soutenir, pour mettre de la joie dans chaque moment qu'on passe avec. Mhm. Ce qui fait que face à l'impuissance, il y a eu comment je peux aider la personne que j'aime. Donc il y a cette première phase-là qui dure à peu près 6 mois à Paris. 6 mois, c'est l'expérience moyenne de vie des patients qui ont été diagnostiqués au stade où elle était avec le traitement qu'elle avait. Ok. Ok. Au bout de 6 mois, on se dit bon, mais on va pas pouvoir continuer à payer plusieurs loyers à Paris alors qu'il n'y a plus moyen de bosser. Donc ma famille a un appartement à Nice et puis tant qu'à avoir peur de la mort, autant l'avoir au bord de la mer, c'est mieux. Plutôt que de se balader sur le boulevard de Belleville, si on peut se balader sur la promenade des Anglais, c'est quand même sympa. Mhm. C'est pas si on peut prendre un café au bord de la mer, c'est pas tout à fait comme prendre un café sur un boulevard parisien. Et puis en plus, ça me permettait aussi de me rapprocher de mes parents, mais c'était pas le calcul à ce moment-là. Le calcul, c'était vraiment de réduire la voilure financière en fait, parce que ça fait aussi partie des problèmes. Après, il se passe plein de choses parce que dans le traitement, il y a aussi tous les effets iatrogènes du traitement. Il y a aussi parfois les gestes chirurgicaux qui viennent aggraver quelque chose à un moment donné. Par exemple, le niveau de chimio auquel elle était, elle a fait 27 cycles de chimio à base
d'oxaliplatine puis de carboplatine. Pour les experts, ça donne une idée du parcours. Et ouais, parce qu'on les compte les cycles à force. Hein. Et, et, euh, et ça donne aussi avoir à faire avec la violence du milieu hospitalier, qui est pas volontaire, parce que je pense vraiment que les soignants font tous ce qu'ils peuvent, chacun à leur manière. Mais parfois, il faut faire face avec le côté un peu décourageant des médecins qui disent mais on parle que de rémission, hein, il y aura pas de guérison. Tu as juste envie de les taper, même si tu sais que c'est vrai. Ouais. Tu as quand même envie de les taper. Tu te retiens parce que tu comprends que chacun gère son stress et son rapport de la mort à la mort comme il peut. Il y a les hospitalisations à répétition parce que, bah, en gros, tous les 2 mois minimum, tu as une, comment on appelle ça? Merde, je perds mon vocabulaire aujourd'hui. Bref, une chute des globules blancs, une neutropénie, qui fait que il y a une infection opportuniste avec une sonde urinaire et qu'on se retrouve avec une infection urinaire qui est en train de remonter au rein ou quelque chose comme Ouais. ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves avec des hospitalisations, c'est pratiquement 1 mois par trimestre, quoi, tu vois. Et le reste du temps, c'est l'hospitalisation à domicile jusqu'au moment où il y a rémission. Alors, on a fait un truc fou, hein. Lorsqu'on a fait une pause dans la chimio à un moment donné, on s'est regardé, on était fauchés, elle était épuisée, et on a pris un billet d'avion pour aller au Cap-Vert pour rejoindre son fils. Parce que, bah, il y avait 2 choses. D'abord, on adorait les voyages et on avait beaucoup fait ça ensemble aussi. Et puis, ben, c'était l'occasion de voir comment vivait son fils elle a un fils peintre qui vivait de manière un peu décalée et qui donc travaillait sur des chantiers au Cap-Vert pour pouvoir peindre, quoi. Ouais. Donc, alors ma mère m'a regardé comme si on était complètement fou. Je lui ai dit ouais, on est fou, mais en fait, quand on est au bord de la mort, la seule vraie folie serait de pas être fou et de pas faire ce qu'on a envie de faire, puisqu'on sait pas combien de temps on a. Ouais. Donc après, ça devient presque une philosophie de vie. Hein, faut faire gaffe. C'est ça. Après, bon, ben il y a eu alors voilà, il s'est passé plein de choses. Moi, pendant ce temps-là, j'ai appris l'Ayurveda, la PNL. J'ai commencé à être autodidacte en hypnose parce qu'il fallait bien trouver tout ce qui pouvait aider, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, Comme tu dis souvent, on n'arrive pas à l'hypnose non plus par hasard. ouais, on arrive à l'hypnose parce qu'on est dans la merde. Hein. D'une manière ou d'une autre, on cherche un truc qui aide. Ouais. C'est pas. Puis l'hypnose, c'est même pas le premier choix. C'est en fait un copain qui m'a raconté qu'il avait vu des gens en Amérique du Nord dans les années 70. Il avait fait un documentaire. Il s'appelait Théo Robicher. C'était un sacré personnage aussi. Il avait fait un documentaire et il avait rencontré Arthur Janov avec une thérapie du cri primal et qu'il avait observé qu'il y avait une personne qui avait fait en tout cas une rémission d'un cancer du sein après cette thérapie parce que bah oui, on sait jamais. C'est là que c'est dangereux les espoirs et en même temps que ça amène à se poser plein de questions. Moi, j'ai étudié absolument tous les trucs les plus déraisonnables qu'il pouvait y avoir pour voir s'il y avait un truc qui pouvait marcher en me disant oh, c'est du bullshit, mais on peut toujours essayer tant qu'on maintient le traitement, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que là, tu vois, on est tombé sur une série avec Anna qui te parle de transgénérationnel. C'est le premier truc qui t'envoie, quoi. Une nénette qui est en rechute sur un cancer, elle rencontre un thérapeute transgénérationnel, elle revient trauma, et du coup, ça va mieux après, quoi. Quand ça se passe comme ça, c'est chouette, mais c'est pas prouvé, quoi. En fait, tu peux juste t'apercevoir qu'il y a des guérisons inexpliquées, que l'effet placebo, ça existe, Ouais. que la plupart des pathologies s'appuient sur un trépied qui est la génétique, l'environnement. En gros, c'est quoi ton capital de départ? Tu vois, c'est quoi les biais, les problèmes qu'il y a dans ton corps à la naissance déjà et tu ne le sais pas encore. Dans le cas de Sarah, par exemple, il y avait pas mal de cancers, de morts du cancer jeunes dans sa famille, en particulier chez les femmes. Sa mère est morte du même cancer. Il y a l'environnement, parce que bah, si tu as été exposé aux pesticides,
dans son cas, comme les enfants qui faisaient des travaux agricoles à l'âge de 5 ans dans les kibboutz, parce que c'était une Israélienne, militante pacifiste, tout ça, ben, ça peut avoir joué un rôle, tu vois, d'être exposé aux pesticides à Ouais. l'âge de 5-6 ans. Euh, il y a la façon dont tu manges. Est-ce que tu bouffes du sucre? Est-ce que tu bouffes du gras? Est-ce que tu bouffes des molécules de maillard à longueur de journée? Est-ce que tu manges tellement salé que tôt ou tard, ton estomac, il développe plus de chances ou tes intestins développent plus de chances de faire un cancer? Mhm. Mais plus de chances. Et puis, il y a la partie qu'on va appeler stress chronique, la partie psychique où on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, l'idée assez simple que ton système immunitaire fonctionne moins bien quand tu es en situation de stress chronique de manière durable. Parce que, ben, je sais pas, moi j'en suis arrivé à une croyance très holistique que, en gros, le corps a la capacité de faire face à plein de merde jusqu'au moment où il y en a trop de tous les côtés et qu'en pompant de l'énergie, il y a un moment où il n'y arrive plus. Parce que mine de rien, on a des cellules cancéreuses qui apparaissent dans l'organisme à peu près tous les Tous les jours. jours, ouais. Et normalement, le job de notre organisme, c'est de les éliminer. Donc, pourquoi à un moment donné, il les élimine plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il y a un interstice pour parler de psychologie. Mhm. Mais, mais vendre de la guérison, c'est pas une bonne idée. Mhm. En même temps, je suis tombé sur un bouquin qui m'a beaucoup aidé, qui était écrit par un chirurgien américain que je recommande souvent aux gens qui sont confrontés à des fins de vie. C'est L'amour, la médecine et les miracles. Alors, c'est dans la collection J'ai lu, ou qui est pas vraiment une collection d'une grande fiabilité scientifique, mais même comme outil de croyance, c'est intéressant. Mhm. J'ai repéré deux phrases. En fait, ça commence par une phrase de Ben Gurion. Alors, comme Sarah était née en Israël, c'était intéressant d'avoir une phrase de Ben Gurion qui disait: pour vivre dans ce pays, il n'est pas nécessaire d'être fou, mais ça aide. Et elle était militante du rapprochement israélo-palestinien. Donc l'idée qu'on puisse être fou, c'était un truc qui était OK, parce qu'en gros, si tu crois que le rapprochement palestinien, tu peux l'aider, c'est quand même que tu es un peu tapé de la tête. Tu vois, donc si tu as essayé ça pendant toute ta vie, pourquoi pas essayer de guérir d'un cancer que les autres pensent incurable? Finalement, c'est la même problématique. Mhm. Si j'ose dire, c'est le même niveau d'espoir, ça se tente. Euh, et puis, il y a une phrase que j'ai trouvée très très belle dans ce livre qui dit: qu'est-ce qui vaut mieux, un faux espoir ou un vrai désespoir? Et j'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse à ça, et je pense que c'est à chacun de trouver sa Ouais, réponse. Je pense qu'un faux espoir, des fois, c'est OK. Par contre, un faux espoir qui invite à se priver des traitements reconnus scientifiquement, ça s'appelle une perte de chance, un abus de faiblesse, et ça me paraît être de l'ordre du crime, en fait. d'accord. Mais par contre, Prêche à convaincu. hein? Tu prêches à convaincu. Par contre, avoir de faux espoirs en plus des traitements validés, pourquoi pas après tout? Mhm. Je veux dire, pourquoi pas tenter la PNL et l'hypnose en plus du reste, à condition qu'il n'y ait pas une promesse. Mais Euh, pourquoi pas? On ne sait jamais, on peut toujours essayer. comment, comment ça s'est passé pour toi après? Après sa mort, ah, Au moment où ça se passe, au moment où... j'ai envie de dire, ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Alors c'est pour ça que je disais, tous les jours, en fait, tu es en train de te préparer à la mort de la personne que tu aimes. Déjà, parce que tous les jours, tu fais des futurisations de sa mort, en fait. Mhm. Donc tous les jours, bah, tu l'anticipes. Donc tous les jours, tu la vis à petite dose. C'est comme de l'exposition en TCC. C'est pas encore là, mais c'est déjà là. Ouais. Et puis, il y a un deuxième truc un peu fou, c'est mon père est mort 15 jours avant. Parce qu'il était dans le coma, il s'est relevé, je l'ai accompagné, il a fait un accident, bref, il est mort. Et je pense que quand il est mort, j'ai eu la réaction émotionnelle à sa mort à lui et à l'anticipation de la mort de Sarah, parce qu'elle est morte 15 jours après, donc parce que son état se dégradait beaucoup. Et je pense que j'ai vécu les deux en même temps, en fait, Ouais. en retrouvant les sanglots où on respire plus, où on a mal au bide, où on a le souffle coupé, truc où le corps est complètement débordé. Et puis, quand elle est morte, elle, il s'est passé deux choses. La première, c'est que je lui tenais la main quand le bip s'est arrêté, et que je me dis que j'ai tenu ma promesse jusqu'au bout, et que quand on a fait tout ce qu'on pouvait, déjà on peut s'épargner la culpabilité.
Et c'est pas mal. Quand tu as donné 3 ans et demi de ta vie, vraiment donné 3 ans et demi de ta Ouais. vie à tenir la main de la personne que tu aimes et à être là jusqu'à son dernier souffle, ouais, tu savais que ça allait arriver, quoi. J'ai envie de dire que c'était plus dur avant qu'après. Mhm. Parce Euh, qu'avant, tu luttes, tu essayes d'être là pour l'autre. Après, c'est fini. mhm. Il n'y a plus rien à espérer. C'est c'est intéressant la culpabilité parce que C'est central pour moi. c'est bien sûr, c'est central. Et on trouve toujours, enfin, c'est une émotion qui revient très souvent dans les process de deuil. Et il y a plusieurs approches de la culpabilité. Il y a la culpabilité de ne pas avoir fait assez, éventuellement. Il y a la culpabilité de ne pas avoir été assez présent. Il y a la culpabilité de se sentir Continuer à vivre. soulagé, de se sentir soulagé. Moi, à un Oui. moment, Lucien, quand on a décidé d'arrêter les soins, je me sentis soulagé. Ouais. Moi, ça me paraît légitime d'être soulagé. Je me sentirais pas coupable. Ouais, Si tu veux déjà de plus voir souffrir la personne que j'aime, bah, ouais. parce qu'en fait, le pire, c'est pas la mort. Pour moi, c'était de voir la personne que j'aimais souffrir. Mhm. Et parce que c'est dur. Et de savoir en plus que quelque part, elle restait un peu pour moi aussi. Ouais, Parce que, mine de rien, elle est partie quand je lui ai dit, quand à la dernière opération, je lui ai dit, tu sais, si tu trouves une porte ouverte et que tu as envie de la prendre, c'est OK. Et elle n'est pas revenue consciente de cette opération et elle est morte quelques jours après. Alors, je sais pas, hein, tout ça, c'est de la pensée magique, mais c'est OK, en fait, la mort. Euh, je vais mettre des bémols parce que je parlerai d'autres choses après. mhm. Mais en fait, la mort, c'est OK, c'est inévitable. De toute façon, ça fait partie du contrat quand on arrive sur Terre, tous. Les bouddhistes, ils disent tout ce qui naît meurt. Bien, c'était pas dans les dans les petites lignes en bas du contrat, hein. Ouais, C'est ouais. bien marqué en haut, quoi. Tu commences, ça a une fin. Donc, je reviendrai là-dessus parce que en fait, moi, c'est devenu ma thérapie permanente à chaque fois qu'une chose qui commence, de commencer à en vivre la perte, en fait. Ouais. Parce que tout ce qui commence finit, tout ce qui naît meurt et que euh, autant se préparer tout de suite, c'est une façon de tempérer. Alors, il y a des gens qui vont dire il est complètement fou, il est maso et tout. Ça gâche la vie, je trouve pas, en fait. Ça libère de la peur. Mais je trouve que ça revient au bouquin que tu m'as conseillé, tu sais, La mort vue autrement. Ouais, c'est moi qui t'ai conseillé ça? Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, ah ouais, je me souviens pas, Tu me tu l'avais vois. tu me l'avais suggéré que la fois qu'on s'est eu. Et, Ouais. euh, et je trouve que c'est vrai qu'on, dans ce bouquin, on parle de la place du notaire et de ce qui se passe après et de tout ce qui se passe avant, de comment on met les choses de côté, comment on essaie de Ouais. vivre sans quelque chose qui est là tout le temps. Mm. Et que au lieu d'apprendre, on ferait mieux d'apprendre à vivre avec pour ne pas oublier nos morts. Euh, Je crois ça en tout cas. ouais, moi aussi, persuadé aussi. Pour moi, je trouve que la société occidentale vit dans le déni de la catastrophe écologique, Ouais. de la mort, de la finitude du monde, je veux dire, on passe notre temps de l'insécurité. Moi, j'ai été sidéré quand il y a eu l'attentat à Nice, de la psychose dans la ville. Pour avoir vécu au Proche-Orient, un attentat, ben, ouais, c'est un événement comme un autre, en fait. Je pense vraiment que on vit dans un niveau de sécurité qui nous rend puissamment vulnérables aux événements graves parce qu'on croit que la mort est pas là, on croit que le danger est pas là, on fait la gueule quand on doit mettre des masques pendant qu'il y a des pandémies. Je veux dire, on est vraiment des enfants gâtés du monde, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire ça autrement, mais pour moi, on est vraiment des enfants gâtés de cette planète qui croient que leur désir fait loi. Mais non, ton désir, c'est le truc que tu peux passer quand il y a un interstice entre deux catastrophes potentielles, parce que parce que tout le monde est mortel, tout le monde va être malade à un moment donné. Il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a des guerres, il y a des pandémies. C'est ça la vie. Mm, C'est pas la sécurité avec le plan du début à la fin, tout va bien se passer. Ça, c'est pas la vie. Ça,
c'est la civilisation du déni. Et aux gens qui veulent se révolter contre le système, réalisez juste que ce déni, c'est ce qui nourrit la surconsommation, parce qu'il faut nous occuper pour qu'on n'ait pas le temps de penser à ça, mine de rien. Sinon, on ne peut que contempler la mort et l'insécurité à un moment donné. C'est normal. C'est l'essence de la vie, quoi. Regarde des fourmis sur un machin, tu vas voir, elles sont en train de bouffer des cadavres d'autres insectes, et c'est ça la vie. La vie, c'est la mort. Elle est là tout le temps. C'est une réflexion que je me suis fait quand je suis à l'hôpital. Ouais. C'est une réflexion que je me suis fait quand je suis allé interviewer la chirurgienne qui s'est occupée de Lucien. C'est que la vie gagne toujours. Que la vie, elle continue. Elle fait son rythme. La vie, elle gagne, mais pas la vie individuelle. La vie individuelle ne peut pas. La vie individuelle, elle perd toujours. Mais le cycle de la vie gagne toujours. Oui. Mais la vie, elle perd. En fait, c'est ça le truc, c'est que nous, les humains, et je trouve ça fort légitime qu'on essaye, on essaye de se soustraire au cycle naturel, comme les cellules cancéreuses. On essaye d'être immortel. On refuse la loi de la fin de notre vie, mais elle est inévitable. Et en même temps, c'est normal d'essayer, quoi. C'est ce que font toutes les espèces, c'est chaque individu de chaque espèce essaye de survivre autant qu'il peut. Donc si on peut plus, eh ben on essaye plus. C'est ok, mais la mort, elle est là partout. La mort est là partout et la perte est là partout. Avant la mort, il y a la perte. Ce que je dis souvent quand on rentre en journée de formation au deuil, c'est de la naissance à la mort, on va absolument perdre tout ce à quoi on est attaché. Si on a de la chance. Si on n'a pas de chance, on meurt avant d'avoir tout perdu. C'est ce que tu disais, toi, dans ta définition du deuil, cette espèce de rupture de lien d'attachement. Ouais, pour moi, c'est ça le deuil. C'est on perd ce à quoi on était attaché. On perd ce qu'on croyait avoir. On perd ce à quoi on tenait. Parfois, c'est un rêve. Parfois, c'est un projet. Parfois, c'est une capacité physique. C'est pas plus facile. Moi, je vois ma belle-fille qui a un handicap. C'est pas plus facile de faire le deuil d'être valide que de faire le deuil de la perte d'un proche. C'est pas plus facile quand on a. Alors elle est plus douée parce qu'elle a commencé à faire le deuil quand elle avait 7 ans, mais du coup, elle doit le refaire régulièrement. Mais je veux dire, quelqu'un qui se retrouve paraplégique après un accident de bagnole à 40 ans, il a un putain de deuil à faire aussi. Alors, je sais que tu n'aimes pas l'expression faire un deuil, mais pour moi, faire un deuil, c'est le processus d'intégration que quelque chose ne sera plus jamais comme avant. C'est intégrer que de toute façon, il y a une page qui se tourne et que cette page-là, elle est terminée. Terminée. Et en fait, pour moi, c'est prioritaire. Pour moi, accepter la fin, c'est l'étape nécessaire pour pouvoir commencer quelque chose. C'est-à-dire ? Je vais prendre l'exemple de ma maman, paix à ses cendres. Ma mère a été une femme forte pour sa génération. Tu vois, née avant-guerre, elle a été banquière, elle a été avocate, elle a été magistrat. Elle a eu plein de responsabilités. Et puis, elle a eu un cancer, une dépression, la retraite. Et elle n'a jamais pu, sauf un peu à la fin, accepter tout ce qu'elle avait perdu de ce qu'elle était. Elle n'a jamais accepté ce qu'elle avait perdu, ce qui a fait qu'elle a vécu une grande partie de ces dernières années dans la souffrance de se comparer à qui elle était. Alors que si elle avait accepté qui elle était, je suis persuadé qu'elle aurait pu faire autre chose. Mais c'est facile à dire, tant qu'on n'y est pas. Mais ça n'empêche pas. Si tu veux, ça me dit juste, si je me retrouve dans cette situation-là, soit j'essaye d'accepter et d'intégrer la perte, soit je me fous en l'air. Ce qui est une hypothèse légitime aussi. Mais rester à souffrir du passé, je suis pas OK. Je suis pas OK avec ça. C'est pas ma façon de fonctionner. D'ailleurs, j'effare ma femme, Lisa, parce que je ne suis à peu près jamais tourné vers le passé.
C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'ai rien à foutre dans le passé. Moi, je passe ma vie avec un pied dans le présent et un pied dans l'avenir. Ok. Et, C'est c'est-à-dire que pour toi, par exemple, quand on peut dire que les gens qui nous ont accompagnés, qui sont décédés autour de nous, les proches, Sarah, pour toi, c'est parce que mes enfants, euh, dans ton propos, ils ont plus du tout de place ou ils ont encore une place différente? ils ont plein de place. Voilà, c'est ça qui Ils m'intéresse en ont fait. plein de place. C'est mes moteurs. J'ai envie de dire, à chaque fois que j'ai perdu une personne que j'ai aimée, 15 dernières années, j'ai perdu une bonne demi-douzaine de personnes auxquelles je tenais vraiment. J'ai perdu ma compagne, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu 2 de mes meilleurs amis, et j'ai failli perdre ma belle-fille. Euh, et puis j'ai perdu mon oncle aussi. Enfin, je veux dire, ça a été c'est pas compliqué. En 3 mois, j'ai perdu 4 proches. Mm. En un an, j'en ai perdu 5. C'est, et ma mère, j'ai réussi à la garder 10 ans de plus en allant m'installer à Nice et en lui faisant passer un peu de temps de qualité de temps en temps. Mais pour moi, à chaque fois que je perds quelqu'un, en fait, je vais revenir au bouquin qui, moi, m'a structuré par rapport à ça. Quand je perds quelqu'un, ça fait mal, c'est un arrachement. Mhm. Mais j'arrête de le chercher à l'extérieur et je me laisse habiter à l'intérieur. C'est-à-dire que ça devient un moteur. C'est comme si je l'incorporais. Je suis maintenant un peu Sarah, un peu mon père, un peu ma mère, un peu ses amis dont je parle régulièrement, parce que C'est l'auberge espagnole chez toi, quoi. pour moi, c'est ça le deuil. C'est c'est porter en moi tout ce que je peux des personnes que j'ai aimées. Mhm. C'est et c'est témoigner d'eux et c'est me nourrir d'eux pour vivre, pas pour pleurer, pour agir. Je les intègre, j'intègre leurs valeurs, j'intègre leurs apprentissages, Mhm. j'intègre ce qui comptait d'eux et Mhm. j'avance avec. Je, je mange mes morts, C'est comme je dirais si j'étais Manouche. c'est, c'est une idée que moi j'aime beaucoup en fait. C'est l'idée de d'accepter que la relation extérieure est terminée et qu'on apprend à relationner à l'intérieur. Il y a un livre que je voudrais recommander pour ça, je le recommande toujours. C'est un livre de psychanalyse d'un psychanalyste lacanien. OK? C'est possible. Qui parle du deuil d'enfant. Ça s'appelle Le livre de la douleur et de l'amour. Ouais. Ce livre, je l'ai lu quand j'avais entre 15 et 20 ans. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis pris une claque. Non, je l'ai lu, j'avais entre 20 et 25 ans. Et je me suis pris une claque gigantesque. Parce que là, c'est des récits de personnes qui ont perdu leurs enfants Mhm. et de leur souffrance et de la mécanique qui nourrit la douleur. Je cherche l'autre à l'extérieur parce que tant que je cherche à l'extérieur, je fais comme si je pouvais encore l'y trouver. En fait, ce qui génère la souffrance, c'est le déni. Je fais comme si je continuais à pouvoir trouver l'autre. Et tant que je le cherche à l'extérieur, je répète la souffrance. Exactement comme la reviviscence d'un traumatisme. Mhm. J'y retourne et je continue à chercher ce qui n'y est plus. Mhm. Je ne vais Euh, pas dire que la souffrance s'arrête, la souffrance s'intègre et devient tolérable quand j'arrête de chercher dehors, que je reconnais que dehors il n'y a plus rien et que je me nourris de tout ce qui a été. mhm. Mais c'est dur, c'est pas facile, C'est pas c'est jamais facile. complètement fini, mais ça change tout. C'est Je cherche plus dehors, je cherche dedans. c'est intéressant, c'est jamais complètement fini. C'est jamais complètement fini, comme les traumatismes. Bien sûr. Les gens viennent me voir en me disant, mais je voudrais être une personne comme si j'avais jamais vécu ça. Mais c'est pas possible. Tu peux être mieux, tu peux être plus riche. Tu as construit quelque chose de nouveau. Mais tu as une blessure à l'intérieur, il reste une cicatrice. Elle est inévitable et c'est une partie de ta peau qui est un peu plus sensible. Mais tu as grandi. Tu es devenu beaucoup plus que ce que tu étais avant. Tu sais, il y a une phrase de Khalil Gibran, c'est aussi un bon auteur à lire, lisez le prophète tous. C'est
la douleur, c'est l'éclatement de la coquille. Ouais. Et Emmanuel Sardou en cite une autre partie qui dit, je sais plus comment elle dit, mais qu'en gros, on peut contenir d'autant plus de joie que notre être a été creusé par la souffrance. Faut grandir, quoi. Je suis pas du tout un doloriste. Je déteste la douleur. Pour moi, à 20 ans et des poussières, j'ai eu une révélation. La souffrance, c'est le témoignage d'une erreur. C'est-à-dire? Ça race, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis en train de fonctionner d'une manière erronée. Si je souffre, c'est que je me trompe. Alors, c'est très, très caricatural, évidemment. Ouais. Et encore une fois, j'ai pas du tout envie de tester toutes les modalités. Mais au moment, là où je peux parler de mon expérience, et tu sais, il y a une blague, ce qui nous tue pas me rend plus fort. Mais là, pour l'instant, je me sens largement assez fort. J'ai pas besoin de tester plus. S'il y a des gens qui surmontent ça, pourquoi pas moi, bordel? Tu vois, je me rappelle avec Sarah, quand elle était malade, un jour, on a vu un documentaire sur des Indiens, mais vraiment pauvres, tu vois, qui vivaient le long des voies ferrées. Ouais. Et le père, il s'était fait rouler dessus par un train. Il avait perdu un bras et une jambe du même côté. Et il allait laver ses enfants dans une flaque d'eau à cloche-pied en les tenant dans un bras. Je veux même pas savoir les conditions de vie. Mais ce mec, il était capable de sourire et de s'occuper de ses gamins. Alors, d'où moi, je vais m'arrêter? Je peux juste dire à un moment donné, j'en ai marre, j'ai plus envie d'essayer. Mais en fait, tant qu'il y a quelqu'un qui m'aime, je peux pas faire ça. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui m'aime, à moi d'avoir la force pour ne pas lui infliger cette souffrance avant que ce soit nécessaire. Inévitable. En gros, tu vois, il y a 5 ans, j'ai eu un gros problème de santé où j'aurais pu laisser la peau, où j'ai arrêté de fumer. Et j'ai arrêté de fumer, pas du tout parce que j'ai peur de mourir, en fait. Mourir, c'est facile. Mais parce que j'ai pas envie de laisser ce que j'aime. Ça, c'est difficile. Ça, c'est dur. Ouais, ça c'est dur quand tu prends la conscience de. Tu vois, ça, c'est pas possible, en fait. Je sais pas, je participe beaucoup à des groupes de deuil comme ça où il y a des gens qui ont perdu leur conjoint. Et ce truc de l'autre qui se sent abandonné comme ça. Et ça, c'est pas possible. Moi, tant que j'ai un souffle de vie et que je pèse pas trop sur les gens que j'aime, putain, mais je vais essayer de tenir. Il y a qu'au moment où où ils vont commencer à souffrir de ma souffrance, que je vais commencer à me poser la question de est-ce qu'ils souffriraient pas moins si j'étais plus là. Tu vois, mais voilà. Quel conseil, toi, ou quel tips, parce que je sais que le terme de conseil, tu vas pas. Le terme de tips non plus, je peux que partager mon expérience, mais oui. Tu auras envie de partager à des gens qui ont perdu un enfant, à des gens qui ont perdu un conjoint, une femme, un parent. Je vais citer une phrase d'un film indien que j'ai vu sur Netflix. Le film, il s'appelle Loup-la-Péta. Et c'est un remake d'un film qui s'appelle Cours Lola Cours. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Non, je l'ai pas vu. C'est joli. Et donc, je vous invite à le voir. Il est très joli, ce film. Mais je vais faire un petit, comment on appelle ça? Un petit spoil sur le début. C'est une fille, elle veut courir pour être championne. Elle cherche à être championne olympique. Elle court tous les jours, tout ça. C'est sa passion. Puis elle a un accident. Ouais. Et de toute façon, elle pourra plus jamais courir en compétition. Et ça aussi, c'est un deuil. Et elle monte sur la terrasse de l'hôpital parce qu'elle veut mourir. Et sur la terrasse de l'hôpital, elle tombe sur un mec qui est en train de fumer une clope. Comme quoi, le tabac a de bons côtés parfois. Ça fait des rencontres improbables.
Et, euh, et elle est sur le toit et il la voit et il lui dit, mais tu veux pas mourir en fait. Alors elle le regarde. Il dit, mais non, tu veux pas mourir. Ce que tu veux, c'est juste tourner une page. On va arrêter de souffrir. Ouais. Faire autre chose. Mm. Commencer autre chose. Et- Accepter. J'ai pas de conseil à donner à personne aux gens qui viennent de perdre quelque chose. Mon père avait un conseil que j'aime beaucoup, qui était une phrase de Pierre Dac. Il disait, quand vous vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. C'est, j'ai envie de dire, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de pas rester seul avec sa souffrance. Il y a une phrase de Malraux dans La condition humaine qui dit la chose suivante et que je répète en boucle en formation, c'est la plus grande souffrance, c'est dans la solitude qui l'accompagne. Mm. Il faut pas rester seul avec sa douleur, il faut se frotter à la peau des autres. C'est ça répare le lien. Il n'y a rien qui répare les liens d'attachement perdus autant que les liens d'attachement. Tout Mm. ça, si je raisonne neuropsychologie, c'est rien d'autre que de l'attachement à réparer. Mhm. Ce qui nous soigne, c'est les liens. Il faut être Mm. avec les autres. Moi, la première réflexion que je me faisais quand Sarah était malade, je me disais, quand elle mourra, j'irai partager l'expérience avec les gens qui vivent la même expérience. Et puis, quand elle est morte, j'ai partagé l'expérience différemment avec une femme qui avait un enfant malade et je le savais pas et on a commencé les choses autrement. Comment, du coup, ça me met une question. Euh, Mais je vais le dire encore autrement, il y a un seul médicament, c'est d'aimer. J'en connais pas d'autre, en fait. Tu sais, pardon, hein, je te coupe, mm. mais Lisa, quand on a commencé notre relation, Sarah était morte pas très longtemps avant. Comme j'avais mis 3 ans et demi à faire le deuil, je sais pas comment dire, il était fait presque Ouais. quand elle est morte. Et elle m'a dit, elle m'a demandé, mais c'est quoi l'amour pour toi? Et je lui ai dit, l'amour, c'est le plus beau et le dernier mensonge qu'on se raconte face à la peur de la mort. C'est le truc qui nous donne le courage de vivre, de se frotter les uns aux autres, de se dire encore une fois quelque chose peut être beau. Et ça peut être l'amour d'une autre personne que tu rencontres, mais ça peut être l'amour d'un autre gamin qui souffre. J'ai une voisine qui a perdu un gamin à 7 ans. Mm. Elle est devenue responsable d'associations pour les parents d'enfants malades. Je veux dire, de l'amour, en fait, tu cesses de souffrir le jour où tu comprends que l'amour, c'est pas quelque chose que tu dois attendre que les autres te donnent. C'est quelque chose que tu peux donner à G continu. Mm. Ce jour-là, t'es pas invulnérable, hein, t'auras mal toujours. Mm. Mais t'as le médoc, quoi. C'est T'as le médoc parce que tu sais bien que tu peux aller pleurer dans les bras de quelqu'un et que ça te fera du bien. c'est intéressant ce rapport au temps. Tu sais, là où en hypnose, en général, les gens ils viennent nous voir quand même avec des objectifs d'aller vite, d'apaiser vite les choses. Et quand on commence à la dire, euh, là, c'est plus au Prat que de passer un message il faut que nous, on véhicule un message beaucoup plus cohérent par rapport Ouais, à et puis ça. c'est pas que pour le deuil, hein. Je peux te dire, c'est pour toutes les problématiques, en Ouais. fait. Les gens, ils veulent que ça aille vite et ils comprennent pas que c'est leur impatience qui empêche les choses d'avancer, en fait. Mm. Tu vois, C'est je intéressant vois ce que tu es ça en train de pour dire. plein d'autres problématiques. Tu veux aller vite, tu veux supprimer un problème, mais le problème, il a été mis en place parce que c'est ta meilleure solution et tu veux la supprimer avant de construire les ressources. Mm. Mais ça va pas, non? C'est comme dire à quelqu'un, vas-y, tu as eu un accident, ça fait 3 mois que tu marches pas, mais jette ta béquille, quoi. Mais oh, c'est complètement idiot, en fait. Laisse-moi marcher avec ma béquille aussi longtemps que j'en ai besoin, du moment que je marche. L'important, c'est pas que ça aille vite. L'important, c'est de pas s'arrêter. C'est intéressant. C'est, C'est intéressant parce que tu vois, enfin, moi, dans tout, enfin, j'échange avec beaucoup de gens en deuil. Il y a comme s'il y avait une espèce de pression sociale à aller vite dans le process. mais il y a une pression sociale. T'as pas le droit d'être malade, t'as Mm. pas le droit d'être déprimé, t'as pas le droit d'être en burn-out, t'as pas le droit de souffrir.
Je veux dire, on est dans une société productiviste où les gens doivent être efficaces. Ouais. Et on est dans une société où on est dans le déni de la douleur et du malheur, donc il faut que ça aille vite. Regarde, compare avec des funérailles traditionnelles corses, où tout le village vient et tu payes des pleureuses pour pleurer avec toi. Tu vois, c'est pas vraiment la même vision du truc, c'est on va tous pleurer ensemble. Parce que c'est ça qui est important. Et ça va durer longtemps. Quand tu regardes dans les religions, le deuil, ça dure au minimum 1 an de toute façon. Le deuil ritualisé. Ouais. Et ça ne veut pas dire que c'est fini après. Mais ritualisé, ça dure déjà 1 an. Donc d'où tu veux aller vite. Après, moi, le deuil, encore une fois, le deuil de Sarah et de mon père, il s'est fait super vite. Mais j'en pleure encore régulièrement. Mais il m'a pas freiné. Il m'a donné envie d'avancer. Parce que j'avais été tellement là pour eux que c'était le moment d'avancer. En fait, pour moi, la question fondamentale quand j'accompagne des deuils, c'est si vous voulez être fidèle aux gens que vous avez aimés, qu'est-ce qu'ils veulent pour vous? Qu'est-ce que eux ils veulent pour vous? Est-ce qu'ils veulent que vous continuez à les pleurer ou est-ce qu'ils veulent que vous vous serviez de cette expérience pour être encore plus beau, encore plus généreux, encore plus fort, encore plus vivant? Je garde cette phrase pour l'intro. Ouais, si tu veux. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais bien sûr, voilà. c'est ce qui fait que je suis là. Je sais, je sais. Moi, tu vois, j'écoute tes commentaires sur le pas aller vite dans le deuil, etc. Pour moi, c'est pas une question de vitesse, c'est une question de compréhension du processus. Ouais. C'est pour moi quand la personne est prête à rencontrer son défunt en imagination, pas en vrai, je vends pas des tables qui tournent, mais en imagination, à le rencontrer, à pleurer avec lui et à écouter ce qu'il a à dire, lui. Et en général, il a qu'un truc à dire, c'est mes vies, putain, quoi. Parfois, il dit rejoins-moi. Et là, je pose la question, est-ce qu'il vous aime vraiment ou est-ce qu'il est égoïste? Ouais. Parce que ça vient poser plein de questions. Tu sais. Je peux faire une parenthèse? Oui, bien sûr, au moins une. Pour les gens qui sont pas hypno, parce que des gens qui sont pas hypno qui vont écouter ça. J'espère. La démarche que là il agence, c'est des choses qu'on fait souvent en séance, c'est une forme d'hallucination ou de visualisation et où on rentre en lien et on échange avec la personne. C'est souvent d'ailleurs des trucs qui donnent des lieux à le fait de couper les liens ou pas d'ailleurs, peu importe le process, pourquoi pas de couper les liens. Moi, j'ai fait un premier podcast qui était contre, mais en fait, dans le process, pourquoi pas tant que c'est à la demande du client. Voilà, en fait, c'est ça l'important. Et dans ces moments-là, il y a beaucoup d'échanges entre l'hypno et son consultant pour justement faire avancer le process et lever des émotions, des blocages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça résume bien? Ouais, moi je fais jamais des deuils avec les gens quand ils viennent parce qu'ils sont en deuil. Quand ils viennent parce qu'ils sont en deuil, ben c'est pas le moment de faire le deuil, c'est le moment de vivre ce qu'il y a à vivre. C'est le moment de leur demander de quoi vous avez besoin en ce moment. C'est le moment de, j'ai presque envie de dire, c'est le moment de parler de soi aussi, de parler de la mort, de parler de ce qu'on comprend, de rappeler que l'autre est pas tout seul. C'est le moment d'être un humain avant d'être un thérapeute, à moins que ce soit ça, être un thérapeute. T'as toujours une petite punchline comme ça qui arrive à la fin. Tu vois, c'est aussi ouvrir un espace pour parler de l'autre, ben oui. défunt. Chose qui est de plus en plus difficile, tu vois, parce que la vie sociale gagne toujours, comme on a dit, et du coup, la solitude, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui traversent un deuil. En fait, moi, c'est la question que je vais poser aux gens souvent, c'est est-ce que vous avez des espaces pour partager? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage avec qui vous pouvez parler de ça? Parce que mon rôle n'est pas le même selon que tu as des amis avec qui tu peux ou un conjoint avec qui tu peux ou pas. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage avec qui tu peux pleurer? Oui? Non? C'est pas pareil, hein? Non, si t'en as pas, alors viens pleurer chez moi. Si t'en as,
ben, on va parler d'autre chose. On va parler de quoi tu as besoin, de comment tu veux avancer, de qu'est-ce que tu veux qui se passe après. Mais ça dépend, en fait. Le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe autour de la personne. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est entourée? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle est soutenue? Est-ce qu'elle a le droit d'être triste? Est-ce qu'elle a des espaces pour ça? Sinon, viens être triste chez moi. C'est payé. J'ai des sopalins. Je peux te le faire en rouleau. Moi, j'ai des gens, ils viennent, ils pleurent tellement qu'il faut que j'utilise des sopalins entiers pour ramasser la morve. C'est OK. C'est OK. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être triste. J'ai eu une cliente infirmière, je raconte ça souvent en formation. Elle est venue, elle a fait 3 séances. Pendant 3 séances, elle a pleuré 3 fois pendant 1 heure et quart. Je me demandais, je débutais ma pratique, je me demandais, mais est-ce que j'ai pas raté un truc? Puis j'ai plus eu de ces nouvelles. Je me suis dit, merde. Puis 2 ans après, j'ai reçu un client qu'elle m'avait envoyé. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en me disant que c'était le début de sa vie. Elle avait juste besoin d'un endroit où pleurer. Tout le reste, elle savait faire. Mmh. On ne sait pas de quoi les gens ont besoin. Il faut leur laisser la place de décider. J'ai envie de rebondir sur ton tout le reste, les gens, ils savaient faire. Ouais, elle savait faire. Elle savait faire. C'est-à-dire que moi, je trouve que des fois, on est affreusement prétentieux, quel que soit notre courant de pensée, quand on parle de deuil, parce qu'on fait des deuils depuis la nuit des temps. Ben oui. On traverse des épreuves depuis la nuit des Mais temps. on fait des deuils depuis la naissance. Donc, J'étais dans le ventre de ma mère, j'en suis plus. J'étais en train de sucer son nichon et on m'a filé ces saloperies de petits pots. Toute ma vie, j'aurai la nostalgie des nichons. Non, je déconne. et Ensuite, putain, mais on m'a foutu dehors de la maison, on m'a envoyé à la crèche ou à la maternelle. Je veux dire, si ça, c'est pas des deuils, putain, on m'a foutu dehors, quoi. Tu te rends compte ce que ça représente pour un gamin? Je veux dire, toute notre vie, moi, c'est ça que j'explique à mes clients aussi. Toute notre vie, on perd des trucs et on en gagne de nouveau. Le truc, c'est qu'il faut accepter la perte pour pouvoir avoir ce à quoi il y a accès. Accepter, ça veut pas dire trouver que c'est juste, ça veut pas dire trouver que c'est OK. Ça veut juste dire prendre acte que c'est fini. Ça, c'est fini. Les mots, c'est plus jamais. Plus jamais je ne te verrai, plus jamais je ne t'entendrai, plus jamais je ne sentirai ton odeur, plus jamais je ne rirai avec toi. Plus jamais. en tout cas, à l'extérieur. Ouais, avec toi le vrai. Mais toi, par contre, tu seras mon moteur, tu seras presque, bizarrement, ma raison de vivre et ma raison de grandir. Ma raison de continuer le chemin parce que moi je peux et toi tu peux plus. C'est ça ma dette. C'est pas de souffrir, c'est de vivre. Je t'as vu, je te fais des phrases de conclusion toutes les 5 minutes. Hein. Et Si tu as besoin, c'est génial. C'est génial. En plus, t'es en train de me tirer des larmes. Enfin, catastrophe. Catastrophe. Ok. Je sais. Mais c'est ça, non? On est là pour vivre puisque l'autre peut plus. On est là pour continuer ce qui peut plus continuer. Pas parce qu'on est obligé, parce que c'est notre offrande. Chaque jour. Chaque jour que je vis, je peux penser aux gens que j'ai aimés et qui sont morts. C'est une peur qu'il y a souvent, ça, chez les gens qui traversent les deuils. En tout cas, dans tous les gens que j'interviewe et que je questionne, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup ça, c'est cette peur d'oublier l'autre. Ce qui est un fantasme absolu, en fait. C'est une pathologie dans ce cas-là, c'est Alzheimer, quoi. Mais sinon, on n'oublie pas les gens qu'on a aimés. Mais jamais, jamais. En fait, moi, ma chance infinie, c'est d'avoir eu la chance de commencer une relation amoureuse avec une femme qui était une amie de ma compagne précédente. D'accord. J'ai pas eu à ranger mon deuil. Ouais. Elle, ça lui a fait un peu peur, par contre, à Lisa, tu vois, ça lui a fait un peu peur de mais est-ce que ça va être un ménage à 3 avec un fantôme? Non, c'est pas un ménage à 3 avec un fantôme. Je sais faire la différence, je sais. Tu sais, ma mère était juive et dans sa culture, il y a un truc qui est assez simple. Dans le judaïsme, il y a une phrase que j'aime bien qui dit, c'est Dieu qui parle à l'homme et qui lui dit, je te place face au chemin de la vie et de la mort. Tu choisiras le chemin de la vie.
Bah, je trouve que c'est un commandement sympa, en fait. C'est, voilà, va vers la vie. Parce que de toute façon, bah, c'est ce que je dis aux gens qui me disent qu'ils ont envie de mourir. Je leur dis, je comprends. Des fois, on souffre tellement qu'on a envie de mourir. Et je n'exclus absolument pas, personnellement, d'avoir recours au suicide si je trouve que la souffrance est intolérable. Je trouve que c'est le droit ultime d'un être humain et que quelque part, si on prouvait qu'on est suffisamment équilibré, on devrait tous avoir le droit d'avoir notre petite pilule chez nous pour décider le moment où on en a marre. L'avantage que ce soit un peu compliqué, c'est que ça fait réfléchir plus longtemps. Euh, mais on a le droit de décider de mourir, c'est notre liberté ultime. Mais comme elle est ultime et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, on essaye tout le reste d'abord. De bien vivre. Ouais. Tu vois, je suis tombé sur une histoire de l'abbé Pierre qui m'a beaucoup plu. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire qu'il voulait mourir. Il lui a dit, je comprends, tu as le droit. Avant de mourir, je te demande une seule chose. Rends encore un service à quelqu'un. Et le mec a renoncé à mourir parce qu'il s'est aperçu qu'il avait quelque chose de plus intéressant à faire. Voilà, je crois que ça me paraît ça le rapport juste à la mort. C'est OK, on a le droit, mais on essaye tout le reste avant. Mmh. Vraiment tout le reste. Et il y en a des trucs à essayer. C'est, C'est parce qu'en fait, tu sais, moi, il y a un autre bouquin que vraiment on peut recommander, c'est le bouquin de Viktor Frankl, La logothérapie, donner un sens à sa vie. ouais. Parce que bon, il l'a écrit en référence à son expérience en camp d'extermination. Il a perdu toute sa famille dedans. Il Mmh. a regardé mourir tout le monde autour de lui. Les leçons qu'il a tirées, je pense qu'elles peuvent nous aider. Quel sens on peut donner à tout ça? C'est ce que tu es en train de faire et on le sait bien, toi et moi. Tu es en train de donner du sens à une histoire. Ouais, j'essaie de donner du sens à l'histoire, j'essaie de briser, tu sais, Oui, cette solitude des personnes qui traversent un la deuil. pire souffrance est dans la solitude qui C'est l'accompagne. c'est vraiment le pire truc de tous les interviews que je suis en train de faire. C'est le pire truc. Ouais, Juste avant toi, j'étais avec une dame suisse. Ça fait 2 ans que son fils est décédé, son mari est décédé il y a 26 ans. Elle me dit, mais là, le fait de parler avec vous, il va pleurer, ouais, d'être oui. comprise, ça a levé quelque chose, tu vois. Apprenez à demander de l'aide auprès de gens qui sont capables de vous entendre, qui n'ont pas peur. C'est C'est, ça mais apprenez à demander de l'aide, il y en a. Il y en a partout, en fait. On n'est pas tout seul, hein. Je veux dire, tu vois, donc je suis dans une maison que j'habite avec ma belle-fille qu'on a failli perdre et je touche du bois tous les jours pour que ça se reproduise pas, puisque c'est tout ce qu'on peut faire, en gros, toucher du bois, de la peau de singe, prier, choisis ta formule. Euh, qui a été occupée par une maman qui a failli perdre un de ses enfants et dont la voisine a perdu un de ses enfants. Imagine comment elles se sont soutenues l'une l'autre. bien sûr. Dire, en fait, et c'est là qu'on retourne à ce film qu'il faut aussi absolument voir, Collateral Beauty. Ouais, Beauté cachée, je l'ai vu à, putain, genre, C'est pas pour toi que je dis ça, c'est pour les autres qui c'est bien écoutent. sûr qu'il est à voir. C'est moi, il y a deux films sur la mort que je trouve magnifiques. C'est celui-là et c'est What Dreams May Come, au-delà de vos rêves. Au-delà de vos rêves et Beauté Ouais, cachée. Et Collateral Beauty en français, c'est c'est Beauté cachée, ouais. Ces deux films, c'est des grandes leçons, je trouve. bien sûr, Chacun à sa manière. bien sûr. Et C'est, voilà, il y a Et un il y a autre un autre film, très beau film vas-y. du même réalisateur que Beauté cachée, dont j'ai plus le titre, mais cherchez-le. Du même réalisateur et qui est joué avec Benicio del Toro et comment elle s'appelle oh, je retrouve pas son nom. Ne me demande pas, je me C'est pas rappelle jamais, moi. c'est Moi, je pas me grave. rappelle jamais. Mais en tout cas, le même réalisateur que Beauté cachée avec Benicio del Toro, où c'est une femme et un ami toxico Ouais, qui font un deuil aussi. Il y a la femme du mec qui est mort, sa fille
et le copain qui l'a sorti de la merde plusieurs fois. Mhm. Et ensemble, ils se soutiennent les uns les autres. Le secret, et puis regardez les films. Oh putain, mais comment on peut oublier ces deux films? Les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain sur le cancer et sur le sida, mais c'est des chefs-d'œuvre. Mhm. Comment, en fait, le deuil, la mort, on devrait les aborder tous ensemble, ou la vie devant soi d'ailleurs aussi. On Euh, devrait être ensemble. Quand il y a quelqu'un qui va vers la mort, on devrait être ensemble, un clan soudé. C'est ça le secret. C'est comme ça que ça s'aborde la mort, dans les, ensemble. dans les films aussi qui m'ont marqué, moi, il y a le film un peu documentaire français, là, Et j'ai choisi de vivre, Oui, qui est celui-là, je l'ai vraiment, pas vu. qui parle J'ai pas eu magnifiquement envie de le bien voir, en fait. du deuil parental. J'ai pas eu envie de le voir. Ça se comprend. Ça se comprend. J'avoue. Euh, il y a, j'avais un truc là, une question, mais elle m'a échappé. Euh, Ah merde, c'est pas un truc que j'ai noté. Ça arrive. D'ailleurs, je t'ai posé qu'une question de choses que C'est j'allais normal. éventuellement noter. Et je sais, j'ai l'habitude, c'est comme ça, toujours. Tu crois que je fais quoi? Pour une fois que je me fais interviewer, je me venge. Euh, pour toi, il y a des spécificités euh, entre le suicide d'un proche ou d'un enfant, le décès d'un enfant, la perte d'un conjoint, ou pour toi, c'est la même chose? Absolument pas. Mais c'est la même chose pour aucune histoire. C'est, c'est pas juste une histoire de circonstances, c'est une histoire de vie en fait. C'est comment j'ai vécu avec cette personne, c'est différent d'une personne à l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le suicide, c'est compliqué parce qu'il y a une notion de culpabilité supplémentaire qui Bien sûr. s'ajoute. C'est j'aurais dû le voir, j'aurais dû savoir. Et et en même temps, il y a un rappel. Mais s'il avait lu que si l'autre avait voulu que tu saches et que tu vois, ben il t'aurait peut-être dit, par exemple, tu vois. Hmm. Oui, mais il me l'a dit. Ouais, mais tu pouvais faire quoi de plus? Qu'est-ce que t'as pas essayé? Et puis, dans le deuil d'enfant, il y a un truc qui est intolérable, c'est que c'est pas comme ça que c'est prévu. Et je vais rajouter un truc, c'est il y a le deuil d'enfant tant que tu peux encore en avoir et quand tu peux plus en avoir, Ouais. qui est encore une autre histoire. Parce que si tu peux avoir un nouvel enfant, tu vas pas oublier les anciens, mais les nouveaux vont te demander de l'attention et ils vont t'empêcher de tourner en rond. Alors que si tu as 50 ou 60 ans et qu'il a grandi et que tu l'as vu grandir et qu'il part, voire pire, qu'il se suicide, alors là, je pense que tu commences à arriver dans quelque chose qui tient du cauchemar. Parce que là, il faut trouver une raison de vivre. Hmm. Euh, Et euh, on a le droit de pas en trouver, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas le droit de rejouer apparemment. Si on avait le droit de rejouer, je dirais allez, vas-y, j'arrête cette partie et puis j'en commence une nouvelle. Mais c'est dur d'être sûr et peut-être il y a encore des choses à apprendre. hmm. En fait, pour moi, la découverte, c'est de s'apercevoir que oui, on souffre de la mort des gens qui nous aiment, mais ça rend tellement heureux d'apporter de l'amour aux gens qui souffrent Hmm. que c'est dommage, en fait, de Hmm. pas faire ça. Au moins ça. Et le truc qui m'est revenu, Oui, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait demander de l'aide. ouais. Euh, que en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est que des fois, aller demander de l'aide, bah, les gens, tout de suite, ils sont dans une espèce de gêne. Tu vois, quand tu parles, moi, quand je parle de Louise et Lucien dans ma famille, tout de suite, il y a une espèce de mutisme chez mes beaux-frères. Pas qu'ils ont pas envie d'en parler, mais je pense qu'ils sont tellement mal. Les gens viennent pas vers nous parce qu'ils ont peur de blesser. Ils ont Il peur de faut poser la demander mauvaise de question. l'aide, mais ils posent souvent la mauvaise question. Souvent, ils blessent. Moi, je me rappelle les gens qui me demandaient des nouvelles pendant que Sarah était malade, mais j'avais envie de les taper, en fait. Parce que qu'est-ce que tu viens de me demander des nouvelles pour que je remette le nez dans un truc que je vis déjà à plein temps? Est-ce que tu penses vraiment que ça m'aide? Mm, Je veux dire, envoie-moi des chocolats, ça m'aide. On va rigoler un peu. Envoie-moi un truc qui me fait rire. Tu vois, Lisa, c'est là qu'elle était géniale. Elle nous a aidés quand Sarah était malade. Je me rappelle, moi je lui dis, hein, je l'ai épousée pour ça en fait, parce que
parce que un jour, Sarah devait sortir de l'hôpital. Elisa est venue faire le ménage pour m'aider pendant que j'étais en train de faire autre chose. Et elle était complètement fauchée. Elle arrivait à peine à s'en sortir. Et elle a trouvé le moyen d'aller dépenser du fric pour aller acheter des fleurs pour que ce soit beau. Ce geste-là me fait encore pleurer. Parce que voilà, il y a des gens qui sont totalement dans la merde et qui arrivent encore à trouver de l'énergie et du pognon pour soutenir les autres. Ben, quand on rencontre, c'est ceux-là qu'il faut aller voir. C'est ceux-là qu'il faut aller voir. Ceux qui comprennent ce que c'est d'avoir mal. Ceux qui comprennent ce que c'est d'être ensemble. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein, en fait. Ils sont cachés. Ils sont pas cachés, il faut juste apprendre à les voir, en fait. C'est pas qu'ils sont cachés, c'est qu'ils sont discrets. Ouais. Mais il y en a plein les formations d'hypnose, par exemple. Tu vois, souvent c'est des gens qui ont un regard un peu triste et qui rient parfois un peu fort parce qu'ils ont toute une palette d'émotions à l'intérieur. Parfois, c'est des gens un peu effacés qui ont le regard rêveur. C'est rarement des gens qui sont en recherche de performance permanente. Ou alors, c'est qu'ils sont encore dans le déni. Si, si je te dis que le deuil, c'est un moment de vie qui est profondément transformateur, t'en penses quoi? Comme le traumatisme. Je veux dire, tu sais, il y a des mots qui ont du sens. Le mot effort, c'est de là que sort la force. Ouais. OK? Le mot épreuve, c'est là que sortent les preuves de ce qu'on est. C'est là qu'on se rencontre. C'est merci de les éviter autant que possible, mais quand elles sont là, autant en faire quelque chose, quoi. Ouais. Moi, je suis absolument. Je te dis, moi, je hais le dolorisme. C'est pas un truc. La douleur, pour moi, c'est pas un truc qui a de la valeur. Mais quand elle est là, ne pas apprendre, ce serait gâcher, quoi. Ne pas écouter, ça serait gâché. Ouais, pas apprendre, ne pas grandir. Il y a une très jolie vidéo d'un rabbin qui s'appelle le homard. Ouais, le homard. Si tu tapes rabbin et homard sur YouTube, tu vas tomber sur ce rabbin qui explique qu'en gros, quand voilà, je fais le rabbin. Quand un homard grandit, il va se mettre sous une roche, il se frotte pour enlever sa carapace parce qu'elle lui fait mal. Et il reste sous le rocher le temps qu'une nouvelle carapace pousse. Et il dit en déconnant, si les homards avaient des antidépresseurs, ils ne grandiraient pas. C'est la douleur qui fait qu'on enlève la carapace pour grandir. Je veux dire, je ne souhaite absolument à personne de souffrir, et pas à moi-même pour commencer, même si je sais que de toute façon c'est inévitable. Mais quand c'est là, putain, mais apprends, quoi. Grandis. Parce que de toute façon, on va tous crever et de toute façon, on ne peut pas nier ce qui nous arrive. Ça disparaît pas, sauf à rentrer dans une pathologie. Donc, fais-en quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est facile à dire, hein? Ça demande du chemin. Ça marche. De toute façon, c'est le seul chemin que j'ai trouvé pour souffrir moins, en fait. Si on m'en fournit un autre, je prends. Mais pour pas souffrir, eh ben, on peut apprendre, ça réduit la souffrance. Ça la fait pas disparaître. Mais si elle disparaissait, comment on apprécierait la... En fait, le truc que les gens comprennent pas aussi, mais que toi, tu dois savoir, personnellement, je n'ai jamais autant éprouvé de joie que pendant que j'accompagnais Sarah vers la mort. Quand je dis ça, ça fait hurler les gens. Mais en fait, c'est comme si notre système nerveux, il avait un sens de l'homéostasie. Ouais. Plus ça va mal, il tient plus il développe les ressources pour faire face. Ouais. Donc, je me souviens des fous rires qu'on a pris en chimio, quoi. Tu vois, on faisait résonner le bâtiment d'un fou rire en se demandant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Oui, question. Tu sais que je te devais te donner qu'une heure, hein, et qu'on est à 1 heure. Mais ils sont. Le cadre, genre.
Ouais, ouais. Euh, on va, Laisse-toi, elle bosse, hein. non, mais j'allais te proposer de conclure. Juste, si tu as un mot pour des hypnos, quand ils ont à faire un deuil, bah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux? Juste une phrase, un truc vite fait. Et pareil pour des gens qui traversent un deuil, quel qu'il soit. Pour les hypnos qui accompagnent un deuil, acceptez de souffrir avec votre client. Ouais, N'essayez pas d'éviter vos propres émotions. la résonance qu'il y a Tricher là, n'est pas jouer. On peut pas faire confiance à quelqu'un qui accepte pas de se laisser toucher. c'est On vrai. peut pas faire confiance à un accompagnant qui est pas capable d'avoir un sanglot dans la voix. C'est pas possible, en fait. Si t'es une mécanique, eh ben, va réparer, va changer des pneus. Si t'es un être humain, quand je souffre, souffre un peu avec moi, merde. Un peu. Je te demande pas de souffrir autant. Un peu, Un peu. Un peu pour me montrer que tu comprends. ça marche. Laisse-toi toucher. Et pour des gens qui souffrent, ça va passer. Ça va passer, jamais complètement, mais ça peut passer et c'est OK que ça passe. En fait, pour moi, encore une fois, vivre, c'est la seule façon d'être fidèle à ceux qu'on a aimés. Ok. Pas souffrir la fidélité, c'est vivre. Eh ben, on reste là-dessus. Ça va, elle te va bien la conclusion? J'adore. Voilà. J'adore. Mais c'est pas facile. Non, non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Jean, merci beaucoup du temps que tu m'as consacré. C'est un J'adore. plaisir de partager ce moment-là avec toi. Vraiment, j'aurais envie de te prendre dans mes bras en fait, parce que ben c'est des endroits où on sait qu'on est frères en humanité. Ouais, C'est là qu'on apprend ce que ça veut dire fraternité. ouais. Donc C'est là où on développe des ressources, effectivement. c'est là qu'on comprend. Merci beaucoup, Jean. Je t'embrasse très Prends soin de fort. toi. Bisous. Ciao. Au plaisir de te voir en vrai. Ciao. Bien sûr, ciao.